Ok. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, on va vous parler de signature électronique. On va essayer d'aborder ce sujet que tout le monde connaît mais qui en reste pas moins compliqué en 45 minutes. Alors déjà, qui sommes-nous? Je me présente, je m'appelle Vincent Gallois, je suis développeur chez QuickSign depuis 4 ans et je fais partie de ceux qui gèrent la partie signature donc chez QuickSign. Et je suis Arnaud Janssen et je suis en charge de l'architecture et principalement sur la nouvelle plateforme où nous avons commencé à explorer en détail la signature électronique. Alors, un petit peu de contexte avant de démarrer parce que vous êtes venus, c'est très sympa, mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Dans la société de tout temps, on a essayé de contractualiser des accords entre individus, entre entreprises. Dans la vie de tous les jours, on va acheter un bien immobilier, on va souscrire à une assurance, on va contracter un emprunt. Alors, tous ces exemples, c'est du financier, mais parce qu'on travaille pour la fintech. Et historiquement, en fait, on a tous pris une feuille de papier, une ramée de papier, on sort un stylo, on prend de l'encre, puis on va signer, on va poser un petit gris-gris en fin du contrat, et on va mettre peut-être des petits paraphes sur chaque page, et puis il y a un banquier, il va mettre un coup de tampon, ou un sceau, ou peu importe. Et en fait, ça, c'est la signature. C'est quand même très old school. Et en fait, au XXIe siècle, la question, c'est comment est-ce que je peux faire la signature, mais avec un ordinateur? Comment est-ce que je peux la faire peut-être à distance? Et ça, c'est un enjeu qu'on a eu beaucoup avec le Covid. Et comment, techniquement, ça va marcher? C'est comment je transpose le petit gris-gris et le paraphe avec quelque chose de numérique. Alors, j'ai mis quelques équations. S'il y a, je pense, un slide à retenir du point de vue réglementaire, et ça, c'est mon niveau de compétence au niveau réglementaire, c'est celui-là qu'il faut retenir. Je parlais de signature old school, j'ai du papier, j'ai un stylo, je prends de l'encre, je signe, c'est une signature manuscrite. C'est ce qu'on fait la plupart du temps, et ce que encore beaucoup d'entreprises font. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle une signature numérisée. Des fois, les banquiers demandent ça. C'est dire, je vous envoie le PDF, vous l'imprimez, vous le signez, vous me scannez le truc, vous me renvoyez. Alors la signature numérisée, ça ne vaut pas grand-chose. D'un point de vue réglementaire, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Je ne sais même pas pourquoi les banquiers le demandent. Ça me surprend. Mais après, je ne suis pas dans le réglementaire. Et alors la partie la plus intéressante, et c'est pour ça qu'on va être capable de faire au moins 40 minutes encore sur ce sujet, parce que sinon, si c'était scanner un document, ça aurait été fait beaucoup plus vite, c'est la signature numérique, qu'on peut aussi appeler signature électronique. Dans la suite du talk, on va utiliser signature électronique, mais c'est kiff-kiff. Et c'est je prends un fichier, j'ai un ordinateur, et d'une certaine façon, je signe. Et je vais essayer d'avoir les mêmes propriétés que pour ma signature manuscrite. Alors, voilà, bah, c'est sexy qu'on fait. Incroyable. Avertissement, Vincent. Ouais. Alors, je préfère prévenir, c'est compliqué la signature. Alors, juste avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des gens qui, tous les jours, utilisent la signature électronique d'un point de vue perso ou pro, de manière quotidienne ou quasi quotidienne? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est ou qui pensent savoir ce que c'est? Quand même, il y a quand même Oh la pas mal de vache, gens là, qui ça sont. fait rien Ouais, chier, je pense. ça fait du monde. Donc, en fait, on va simplifier. Donc, la signature électronique, c'est à la croisée de plusieurs chemins. Donc, le juridique, qui est très compliqué. Il y a beaucoup de textes. Donc, nous, on va se restreindre uniquement au scope européen. C'est important. Signer aux États-Unis ou signer au Maroc, c'est pas la même chose que signer en Europe. D'accord? Ce cadre réglementaire, il s'appuie sur un cadre technique, c'est la crypto. Je pense qu'on en a tous un peu fait. Vous savez que ça devient vite compliqué. On se retrouve avec des structures assez compliquées. Pareil, on va simplifier. Donc ne soyez pas outrés si vous connaissez très bien le sujet. On va prendre quelques raccourcis. Sinon, on en aurait pour plusieurs heures. Et j'ajoute même aussi, on fait des raccourcis pour simplifier, pour faire le talk, mais c'est aussi parce que des fois on a notre seuil d'incompétence, hein, ça peut aussi arriver. Le sujet est compliqué, je pense qu'on va le dire plusieurs fois pendant la présentation. Donc on travaille tous les deux chez QuickSign. QuickSign, c'est un spécialiste de l'onboarding digital, donc fintech. On fait tout ce qui est autour de l'onboarding digital et notamment un des sujets, c'est la signature électronique. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. On fait des trucs cool, on recrute, je crois comme tout le monde ici, donc de toute façon, c'est pas tellement intéressant à dire. Donc pour le plan, on va faire vraiment ça en deux grosses parties. La première partie, ça va être vraiment, on va donner un petit peu de contexte. Signature électronique, principe cryptographique. Qu'est-ce que ça veut dire en Europe? Ça ajoute aussi des petits twists.
Et la deuxième partie, c'est là où on va avoir un petit peu de code. Pas beaucoup, mais un petit peu de code en Java et comment on va mettre ça en place. Et l'objectif, sur la deuxième partie de code, c'est qu'on va générer un document PDF. On va démarrer vraiment de juste IntelliJ. On génère un document PDF. Et après ce document PDF, on va le signer au nom de quelqu'un. Et on va vérifier que ça marche. Et si tout va bien, ça marche. De toute façon, c'est pas une démo live, donc ça va marcher. Alors, sur la découverte de la signature électronique, grand principe, hein, j'ai un message, j'ai un document. Quand j'appose une signature, je veux atteindre deux propriétés. Le lecteur doit identifier la personne ou l'organisme qui a apposé la signature. C'est la propriété d'identification. Je veux savoir qui a signé, c'est quand même le minimum. Deuxième point, c'est la propriété d'intégrité. C'est le lecteur du document, une fois qu'il est signé, il doit être capable de vérifier que le document ou le message n'a pas été altéré. Entre le moment où ça a été signé et le moment où je l'ouvre, est-ce que c'est bien la même chose? C'est quand même important, sinon on pourrait faire vraiment des trucs un peu dingues. Donc ça, c'est la propriété d'intégrité. C'est les deux propriétés qu'on va essayer de démontrer d'un point de vue logique. Alors, si on fait le parallèle avec la signature manuscrite, hein, la propriété d'identification, c'est parce que je vais signer en face à face, donc voilà, on voit que c'est moi. Je peux potentiellement donner une carte d'identité pour qu'on s'assure que c'est bien moi. Et puis la propriété d'intégrité, là, c'est un petit peu plus flou sur du papier. On va signer chacun une copie, on va chacun en emporter une, on va parapher chaque page pour être sûr, on va s'assurer que le papier il n'a pas été gratté ou des choses comme ça. C'est un peu moins atteint sur de la signature manuscrite quand on y réfléchit. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, pour faire ça, on va faire de la cryptographie. Alors, comme tout le monde a levé la main, je pense que tout le monde va être ravi de faire de la crypto. On va essayer de rester quand même sur un truc un petit peu simplifié et sympa quand même à suivre. Alors on y va, on va reprendre les bases. La signature, qu'est-ce que c'est au plus simple? Donc on a besoin de quoi? Donc on a besoin d'une fonction de hachage. Alors j'utilise hachage, je vais utiliser digest, condensa en français, ça m'arrive de changer un peu les mots. Classiquement, on utilise souvent SHA-256, c'est vraiment quelque chose que vous devez connaître. L'idée, c'est juste de ne pas manipuler l'intégralité du fichier. On veut une fonction qui soit performante et surtout dont c'est compliqué de trouver une image inverse. La seconde chose dont on va avoir besoin, c'est d'un jeu de clés. Donc là, on va faire de la signature asymétrique. Donc on va générer une clé privée, une clé publique. Classiquement, on utilise RSA. Dans toute la suite de la présentation, on va utiliser RSA. On peut utiliser d'autres mécanismes. Et sur la slide suivante, on va partir d'un principe, c'est que Alice veut signer et envoyer quelque chose à Bob, c'est que Bob a déjà la clé. C'est important. Donc, sur la partie de gauche, Alice prend son message, veut l'envoyer à Bob. Et donc la première étape qu'elle va faire, c'est qu'elle va hacher son message, parce qu'on ne veut pas travailler avec l'intégralité du message. Elle va ensuite le chiffrer avec sa clé privée, c'est la seule à l'avoir, et ensuite transférer tout ça à Bob. Bob reçoit donc deux informations, le message complet et ce fameux résultat qui est donc la signature. Bob ne peut pas effectuer exactement la même opération d'Alice pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas la clé privée d'Alice, mais il est quand même capable de faire une réconciliation entre d'un côté le message, la fonction de hash qu'il connaît, qui est passée en clair, et ce fameux condensat chiffré qu'il a reçu. Alors ça, c'est très bien. Une fois qu'il a fait ça, donc il peut dire ça match. Si quelqu'un a modifié un des deux éléments, en fait, il va se rendre compte que ou bien le message ou bien le condensat chiffré a été modifié. Donc là, on avait validé la propriété d'intégrité. C'est super cool. Par contre, on n'a pas l'identification. Comme l'a dit Arnaud, en face à face, c'est assez simple. Généralement, on vérifie les gens avec la personne qui est en face de nous. En informatique, on ne sait pas vraiment qui nous a envoyé la clé. Vous le savez, en fait, vous n'avez pas sur vos mobiles l'intégralité des clés de toutes les personnes qui existent et de tous les serveurs qui existent sur Terre. Donc il y a un moment, il va falloir demander cette clé. C'était le postulat juste avant. Et là, boum, vous le connaissez ce problème. Il y a la même chose sur la plupart des attaques, donc Mallory ou Man in the Middle. Si vous demandez la clé assez naïvement à la personne qui est en face de vous, vous n'avez aucun moyen, mais vraiment aucun, de savoir si c'est bien la personne avec laquelle vous vouliez communiquer. Mallory, qui peut tout à fait intercepter la communication, peut se faire passer pour Alice. Donc récupérer le message, réeffectuer exactement les mêmes opérations et envoyer sa clé publique à Bob. Et donc en fait, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est bien Alice au bout du fil. Alors ce problème, il a été résolu, heureusement, quand on utilise HTTPS aujourd'hui. Donc la solution, c'est de passer par un tiers de confiance. En fait, ce problème, il est inextricable, vous ne pouvez pas vous en sortir juste à deux en 1-1.
il faut déléguer votre confiance en fait à quelqu'un d'autre. Donc on va passer par une AC. Cette AC, c'est elle qui est responsable d'identifier la personne et de mettre un contexte. On ne va pas juste mettre la clé, on va généralement mettre le nom, le common name dans les certificats, et d'associer tout ça au travers d'une payload qu'on appelle un certificat. Quand vous recevez cette payload, en fait, vous savez, par une chaîne d'autorité, en fait, est-ce que la personne, c'est bel et bien celle que vous pensez avoir au bout du fil. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure. Donc en fait, la clé, elle va passer au travers de ce certificat. Donc on a vérifié la propriété d'intégrité, maintenant on va vérifier l'identité de la personne. Donc la clé, on la reçoit dans la clé publique et on connaît le nom. Donc si jamais le certificat qu'on reçoit, c'est pas le certificat d'Alice, déjà on peut dire, il y a quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose, on s'arrête. Si maintenant Mallory, il essaye d'intercepter quand même le message et dit bon, je vais essayer de t'avoir, je réutilise la même clé et je mets juste mon nom, je mets ma clé, j'utilise le nom d'Alice. En fait, personne, là on espère du moins, n'a pas validé ce certificat. Le certificat, il est juste faux, personne ne le trust. Vous pouvez lui faire confiance, mais normalement, c'est une attaque. Donc là, on a un peu une signature by the book. C'est quelque chose d'assez classique, vous devez le faire assez souvent. On a l'identité de la personne et on a l'intégrité de la payload. Maintenant, on va passer à ça en Europe. Voilà, donc ça c'était les grands principes généraux en Europe. Et encore une fois, je prends des pincettes parce que je ne suis pas réglementaire. Mais là, je me hasarde sur un terrain qui n'est pas forcément le mien. En Europe, deux grands principes. La réglementation européenne sur la signature électronique, alors qui est un peu plus générale, qui s'appelle l'eIDAS, c'est sur les transactions électroniques, qui va définir le cadre légal. On va en parler juste après. Et ensuite, il y a un institut européen de télécommunications qui va définir les implémentations, qui va vous donner des grandes specs de centaines de pages à implémenter. C'est très très sympa. Qui va les maintenir dans le temps également, et qui là va définir techniquement comment je mets en place les grands principes définis par la réglementation. Donc, le principe à connaître sur la réglementation européenne, sur la signature, c'est qu'il y a 3 niveaux. C'est les niveaux réglementaires. Donc plus je suis en haut, plus ça coûte cher, mais plus c'est costaud, on va dire. Donc si je commence tout en bas, la signature simple, je parlais de signature numérisée tout à l'heure, hein, j'imprime quelque chose, je signe, je scanne, ça c'est la signature simple. Voilà, bon, il y a plein de pays où ça sert à rien. Ils en font un peu en Pologne, je crois, mais voilà. L'avantage c'est que ça coûte pas cher, donc en fait si vous êtes sur des transactions qui coûtent vraiment pas cher, ça peut valoir le coup d'avoir un petit truc mieux que rien, mais qui est quand même peu coûteux. Niveau du dessus, on va arriver sur quelque chose de sérieux, c'est on va mettre en place la PKI, et ça tombe bien, c'est ce que Vincent vient d'expliquer. On va avoir des chaînes de certificats, on va avoir de la cryptographie asymétrique, c'est le niveau avancé. Et le tout dernier niveau, la qualifiée, ce qui est intéressant avec la qualifiée, donc globalement on va avoir la même chose que sur de l'avancé, mais on va rajouter des contraintes en plus, des contraintes d'audit, des contraintes de où mes certificats vont être stockés. Vous allez probablement vous récupérer des HSM à gérer ou des choses comme ça. En revanche, l'intérêt de la qualifier, c'est que c'est la même force que la signature manuscrite. Donc si vous êtes confort pour faire un crédit immobilier avec une signature manuscrite, vous avez la même preuve devant les tribunaux avec une signature électronique qualifiée. Donc voilà, les 3 niveaux réglementaires. Nous, on fait de l'avancée. Pourquoi? Parce que bon, la simple, ça n'a aucun intérêt. La qualifiée, c'est juste, je vais vous dire, oh, vous allez avoir un audit tous les 2 ans, et il faut mettre des HSM, et puis il va y avoir des conversations en plus qui sont un petit peu désagréables, mais d'un point de vue technologique, c'est pas ce qui va nous intéresser. Maintenant, on rentre dans la technique. Sur la partie signature, on dit on va faire une signature cryptographique, une signature électronique. Faut voir comment elle est constituée. Donc Vincent disait, je fais un condensat, je fais un hash, je le signe. Bah, c'est pas juste un bout de binaire qui transite, il y a une structure, il y a des clés. Ça, c'est ce que fait CMS. CMS, c'est la définition de la syntaxe d'un message cryptographique. Donc, quels sont les attributs que je vais mettre, sous quelle forme ils vont être. Ça va être de la SN1, avec des identifiants d'objets qui sont normalisés, etc., qui vont renvoyer ensuite à de la donnée. Ça fait un peu peur comme ça, mais voilà,
peut s'arrêter là. Et donc c'est un standard internet, la RFC 5652, c'est le petit nom de CMS. J'ai essayé de la lire, c'est pas très intéressant à lire en soi, hein. C'est que de la syntaxe. Donc il n'y a vraiment pas d'application là-dessus et c'est très générique, ça permet de tout faire, donc pas le plus intéressant. Donc CMS, c'est un standard internet. Par-dessus, l'Europe va dire, bon, CMS c'est bien, mais moi je vais faire un truc encore plus. Et donc Let's va dire, on va faire une extension de CMS, on va appeler cette extension de CMS CADES. CADES, ça va permettre de à peu près tout signer. Je peux signer du binaire, je peux signer un XML, je peux signer du JSON, je peux signer du PDF. Très générique. Et Let's va définir des spécialisations, des trucs par-dessus CADES qui vont être par type de fichier qu'on va vouloir gérer. Donc si je veux signer du XML, j'ai aussi l'option d'aller sur la spécialisation XML qui s'appelle le XADES, XML ADES, le JADES pour le JSON, et pour le PDF, incroyable, le PADES. Donc on peut faire un talk sur chacune de ces façons de signer. On a juste fait, nous, la partie PADES. Hein. Ce qu'on expliquait au début, c'est qu'on veut signer des contrats dans le cadre européen, donc on va rester sur un contrat au format PDF avec un endroit où signer. Alors, donc, quand on signe, il y a différentes manières d'associer la signature et l'objet qu'on utilise. Donc si on veut signer un binaire, la première solution, c'est de tout wrapper dans une métastructure. Donc on envoie le binaire, l'objet qu'on veut manipuler et sa signature. C'est la première option. La seconde, c'est d'utiliser la structure de l'élément pour injecter la signature donc, vraiment dans l'objet. C'est quelque chose qu'on fait par exemple en XML. C'est vachement sympa parce qu'en fait, on signe du XML, ça reste du XML. Le dernier, c'est d'adjoindre un fichier à côté. Pour les développeurs Java, si vous utilisez Maven Central, généralement, il y a les clés de signature des jars qui sont à côté, qu'on peut vérifier. Donc dans le cas du PDF, nous on va utiliser le second. Alors c'est quand même vachement sympa parce que imaginez le premier cas, vous signez un PDF, ça n'est plus un PDF, c'est hyper pénible. Donc on est vraiment content d'avoir ce système-là. Ça nécessite quand même, on dit merci à la spécification PDF, d'être quand même suffisamment flexible pour permettre ce genre de choses. Donc on a parlé des niveaux réglementaires. Maintenant, la signature, elle garantit un certain nombre de choses, on l'a parlé au début. Les choses les plus élémentaires qu'elle garantisse, donc c'est l'intégrité et l'identité. Ça va être fait par le premier niveau technique de la signature qui s'appelle PADES Baseline B, excusez-moi pour les noms un peu à rallonge. Mais on peut aller plus loin. En fait, on peut répondre à des questions plus compliquées que juste identité et intégrité. On peut notamment savoir le temps. C'est important quand vous signez un contrat d'assurance, par exemple, de savoir quand est-ce qu'il a été signé. Parce que dans le premier exemple que j'ai montré, en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça a été signé. Donc, la spécification T permet de savoir quand est-ce que ça a été signé. Sur cette spécification, on peut rajouter encore un autre niveau. Par exemple, se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je joue mon contrat dans 40 ans? En fait, tous les certificats que j'ai utilisés, qui ont été mis en jeu dans le processus, ils sont expirés. Ils ont peut-être même été corrompus entre-temps. Comment je m'assure, au moment où j'ai fait ma vraie signature, comment je m'assure que tout ça, ça marche? Ça marchait, du moins. On peut encore aller plus loin. On peut se dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai des failles dans la crypto que j'utilise aujourd'hui? Comment est-ce que je peux, demain, m'assurer qu'en fait, j'ai quand même réussi à rattraper le coup? Parce que si on découvre des grosses failles, ça pourrait être intéressant de se dire, bah, attendez, vous m'avez un contrat, je suis sûr qu'il a été falsifié entre-temps. Donc les objectifs de ce qu'on va démontrer par la suite, c'est quoi? C'est on va avoir un PDF, on va vouloir le signer, et on va le signer uniquement au niveau PADES-B. Alors à l'origine de cette présentation, si vous avez lu le résumé, on voulait aller plus loin. On a vu la crypto, on s'est dit on va perdre tout le monde. Bon, apparemment vous êtes tous très compétents sur le sujet, on aurait peut-être pu aller plus vite. Et donc voilà, on va quand même rester au niveau PADES-B, ne serait-ce que pour le code, sinon c'est vraiment indigeste. Donc le PDF, c'est quoi? C'était le message d'origine. La signature, donc on va mettre tout ça dans notre super enveloppe CMS, notre condensé à signer, les certificats et toutes les informations dont on a besoin. Et on va faire cette signature. Non, vraiment, je pense qu'on n'aurait pas pu tout ajouter et tenir en 45 minutes. Hein. Il m'a expliqué, j'ai eu mal à la tête quand on est arrivé sur le niveau pas DSLT. Donc création d'un document PDF, on va passer un peu à la pratique. Hein. On va presque même voir du code. Super. Qui connaît PDF? Voilà. Ça a presque 30 ans.
Ça m'a mis un coup de vieux. PDF, format de fichier binaire, on l'utilise tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est que ça va gérer plein d'éléments. Alors nous, on a toujours l'habitude de voir le texte, les images, les liens, une gestion de commentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un champ de signature. Ça fait partie de la norme PDF. Ça a été introduit en 1.3 il y a 20 ans, plus de 20 ans. Et les dernières choses peut-être à savoir sur PDF, c'est que ça a quand même beaucoup évolué avec Adobe et Acrobat Reader à une époque. Et maintenant, c'est devenu un format ISO, donc c'est quelque chose sur lequel on va se positionner beaucoup plus sans avoir de vendor lock-in. C'est ça qui est sympathique. Alors pour faire du PDF en Java, puisqu'on va générer le PDF nous-mêmes, hein, on ne va pas tricher, il y a pas mal de librairies PDF en Java. J'en ai mis 4, c'est absolument pas exhaustif. C'est toutes celles qu'on a déjà considérées ou utilisées chez QuickSign. PDFbox, c'est très très bien maintenu. Apache, on adore. SPDF, c'est plus maintenu. Ça peut être robuste dans certains cas. On l'a utilisé longtemps pour générer les miniatures. iText PDF, c'est un peu plus compliqué. Ça a été open source jusqu'en version 5. Après, ça a changé de licence. Il y a une partie commerciale. Donc ça dépend ce dont vous avez besoin, mais il faut l'avoir en tête. Et il y a eu un fork à partir de iText 5 qui s'appelle maintenant OpenPDF. On aurait pu choisir différentes options. Je pense qu'iText, on aurait pu réussir à le faire. En tout cas, OpenPDF. On a choisi de partir avec PDFbox. Et donc là, je laisse Vincent faire du code. On va vous montrer un peu de code, histoire vous montrer qu'on n'a pas triché. C'est du code que vous pouvez récupérer, ça fonctionne. Pour générer un PDF avec PDFbox, on utilise juste un objet qui s'appelle le PD document. Et dans le cadre de cette démo, on va juste utiliser une page A6 parce qu'en fait, ça rend mieux sur une présentation. On va y ajouter un simple texte. Donc ici, ce sera coucou Devox. On va essayer de le placer en haut à gauche de l'image et on va le sauvegarder. Donc ici, on note que l'opération de sauvegarde, ça s'appelle juste un save. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, c'est juste une page, un PDF. Voilà, donc plusieurs visualisations du dit PDF. Il n'y a pas de magie, hein. Franchement, quand on fait des choses simples, ça marche bien. Coucou Devox. Voilà, donc on peut utiliser Adobe Reader, Foxit, il y a plein de viewers PDF. Nous, il y en a un qu'on aime bien dans la tech, c'est VI. VI, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un PDF avec VI. Boum. Faut mettre un petit peu masochiste. Voilà. Alors en fait, au début, ça fait très peur. On se dit mince, je me suis gouré. En fait, avec le temps, on apprend à les lire. Donc un PDF, c'est quoi ? Ça commence par un numéro de version. Il y a plusieurs parties, donc là, il n'y en a qu'une seule, et ça termine par end of file. Et c'est une liste d'objets. En fait, on les a coloriés, donc je ne sais pas si vous pouvez lire objet 1, 2, 3, 4, etc. etc. Et chaque objet, en fait, c'est clé-valeur, clé-valeur. Donc le premier objet, par exemple, c'est l'objet 3. Il a un type qui s'appelle page. Donc c'est assez libre. Ce qui est intéressant, c'est la partie contents. On peut également mettre PDF au support des références. Donc là, en l'occurrence, contents référence l'objet 4. Voilà. Même chose, voilà, objet 7 qui est un autre type d'objet. On voit le type font. Donc voilà, c'est si vous voulez par exemple définir une fonte. Alors, bon, ça c'était facile, le fichier PDF, hein, faire du texte. Je pense qu'il y a des tutos partout pour le faire. Là, quand on veut ajouter un champ de signature, il y a déjà moins de gens qui s'amusent à le faire. Donc ça, c'est juste le code, c'est le delta, hein. C'est ce qu'on a ajouté en plein milieu du bout de code pour faire le champ de signature. Donc on voit que c'est déjà beaucoup moins sympa. La partie intéressante, elle est vraiment au milieu. Donc je vais déclarer un champ de signature. Ce champ de signature, je vais lui associer une apparence. Je vais le poser dans un rectangle, hein, qui est la même chose. On a essayé de le mettre à gauche, un peu moins en haut, donc 20 pixels à gauche et 100 pixels en partant du haut. Largeur, hauteur. Et après, voilà, ce champ de signature, je vais l'ajouter au document. Il faut l'enregistrer dans le catalogue. Bon. Après, ça c'est tout ce que vous devez faire quand vous allez devoir gérer le PDF, parce que même si c'est une librairie PDF, c'est assez bas niveau. Tout ce que vous devez faire pour avoir les bons liens entre les objets et vous assurer que vous ne claquez pas quelque chose qui soit mal référencé. Alors, ça marche. J'ai bien toujours ma page A6, j'ai toujours mon coucou Devox, il a 20 pixels de la gauche, 50 pixels du haut. Et puis j'ai mon nouveau champ de signature qui a 20 pixels de la gauche, 100 pixels du haut. Et ce que j'indiquais en haut, c'est qu'on a... Alors, je reviens, pardon, parce que
je l'ai mal dit. Il y a le partial name qui est important, là, qui est en plein milieu. Le champ de signature, il va y avoir un identifiant de signature. Parce que tout simplement, si on veut faire plusieurs signatures, c'est important d'avoir des identifiants pour les accéder. Et donc, on crée bien un champ signature 1, il est non signé, et on le voit dans le panneau de signature sur la gauche. Tous les lecteurs PDF qui se respectent ont un champ de signature. Vous allez pouvoir, si vous êtes curieux, aller voir les champs de signature signés, non signés, et puis après, voir tous les détails. On verra un champ signé un peu après. Donc, je vais ouvrir avec VI aussi, parce que je suis aussi masochiste. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'on a un nouveau champ. Génial. Alors là, c'est un peu compliqué, du coup, l'objet 3. Le type, c'est annotation, le sous-type, c'est widget, et le type de champ, field type, c'est sig, pour la signature. Mais je retrouve bien, avec la propriété T, je retrouve bien qui s'appelle signature. Une référence au rectangle, etc., pour le poser graphiquement. Et il y a une référence sur /n vers l'objet 5, et l'objet 5, c'est un X-object de sous-type formulaire, toujours avec un positionnement, donc bbox, bounding box, pour définir le fameux rectangle qui s'appelle pdRectangle en PDFbox, et qui, vous voyez, on ouvre un stream, on n'a rien dedans, parce que pour l'instant, il n'y a rien dans la signature. Donc on a notre PDF qui est prêt à signer, et c'est le moment où je te donne courageusement la main. Ok. Donc maintenant, on a notre champ de signature, il est prêt, et on va le signer. Donc on va effectuer notre opération de signature dite basique. Donc pour rappel, c'est le dernier niveau, c'est le niveau le plus bas. Et donc on va juste chercher à mettre donc, le certificat, le condensat et le condensat signé, à peu près, dans l'enveloppe CMS. Donc petit préparatif, histoire d'être exhaustif sur le code qu'on va vous montrer. Je vous rappelle, donc, on va créer une AC, et on va l'utiliser dans la suite du code. Je me rends compte que je t'ai piqué ta partie. Donc Oui, te rends c'est pas grave. J'adore la partie OpenSSL, donc c'est celle que je vais présenter. Donc, il y a tous les préparatifs, parce qu'on pour faire de la crypto, il faut les clés, il faut les certificats. Donc, on va commencer par faire ça. Je commence par l'autorité de certification. Je lui fais sa petite clé privée, RSA 4096, ça me fait la clé publique à côté. Et je vais avoir un certificat auto-signé vers moi-même, et je vais me nommer, avec le common name, ECN, je vais me nommer CA for Devoxx Test. Puis du coup, j'ai les certificats, j'ai la clé privée, je les prends ensemble, je les mets dans un porte-clés PKCS12, standard, et j'ai tout ce qui représente l'autorité de certification. Maintenant, on va faire Alice, parce que Alice, il faut qu'elle génère aussi, parce que c'est elle qui envoie un message. Donc, il faut aussi qu'elle génère ses biclés, il faut ensuite qu'elle les fournisse à l'autorité de certification pour avoir la signature, etc. Donc, première étape, je génère mon biclé, clé privée, clé publique, toujours RSA, toujours 4096, pardon. Et je vais faire une demande de signature, parce que là, on n'est pas en auto-signé, on n'est pas en YOLO, donc il faut que je fasse une demande de signature pour que je puisse l'envoyer à l'autorité de certification. Donc, je fais une Certificate Signing Request, un CSR, et en disant, voilà, je veux m'appeler, je veux que mon common name, ce soit Alice. On fait signer cette demande de signature de certificat par l'autorité de certification. On récupère du coup un certificat signé en plus de notre biclé, et on va mettre de la même façon tout ça dans un porte-clés PKCS12 qui va être le porte-clés d'Alice. Donc là, j'ai ma crypto, j'ai mes certificats, j'ai ma chaîne de certificats. Bon, la dernière étape, c'est pour la démo. Pour que ce soit un peu plus digeste, parce qu'on va vous montrer du code, on va manipuler des keystores, on va mettre tout ensemble. Voilà. Donc, on a rarement la clé privée de l'autorité de certification dans le code, donc mais c'est vraiment pour que, quand vous allez voir après ce que Vincent va faire, il y a un seul keystore et qu'on ait tout sous la main. Donc là, on prend le P12, l'autre P12, on met tout ça dans un JKS, Java Keystore, nouveau porte-clés, mais on aura tout sous la main pour les démos. Et c'est là où en fait la signature est compliquée, je te laisse la main. Ok. Donc là, on va travailler donc, sur la partie vraiment du milieu. Donc là, on va utiliser la clé et le hash. Donc c'est vraiment cette partie-là qui va nous intéresser. C'est cette partie-là qu'on appelle vraiment la signature, qui est le cœur du réacteur un peu. Alors, pour préparer la signature, donc le champ de signature, il y a un objet sur PDFbox. Donc on va donner tout un tas d'informations. Il y en a certaines qui sont imposées, notamment par la norme ETSI, le sous-filter. C'est celui-là, point barre. Quand vous faites de la signature en Europe, vous n'avez pas trop le choix. Après, il y a des champs qui sont un peu plus libres. On va les voir tout à l'heure. Le nom, l'endroit où vous signez, etc. Certains sont optionnels.
la date de signature. On peut remplir n'importe quoi. Dans la date de signature, c'est important. Ça n'est pas couvert par le PADES T que j'évoquais tout à l'heure. Vous pouvez mettre une date dans le futur. En soi, ça posera pas trop de problèmes. Si vous voulez vraiment vérifier la date, c'est encore une fois, c'est un autre niveau technique, hein. Et on va mettre tout ça dans l'objet de signature qu'Arnaud a créé tout à l'heure avec la valeur V. Pour les besoins de la démo, on va incorporer un petit visuel de signature, c'est plus sympa. Notez qu'on peut faire des signatures sans visuel, ça fait sens techniquement. C'est juste, si vous voulez imprimer le contrat derrière, c'est pas hyper sexy. Et on y va, on va créer notre signature. Avec PDFbox, il dit, bah, écoutez, moi je m'en occupe pas de la signature, je vous fournis une interface. Voilà ce qui est assigné, je vous file un input stream et filez-moi un byte array qui représente la structure de données qu'on a évoquée tout à l'heure, à savoir le CMS, et débrouillez-vous. Voilà. Donc Arnaud, je te vais te laisser te débrouiller avec ça. Ouais. Alors cette interface, ça envoie pas du rêve quand même, hein. Il est gentil Thomas, mais je sais pas trop quoi faire. Alors moi, j'ai quand même beaucoup d'années de Java, je vais faire un truc, je vais l'implémenter et je vais dire que je vais envoyer Devoxrox en UTF-8. Voilà, je vais mettre ça dans la signature, je suis sûr que ça va bien marcher. Ce qui peut arriver de toute façon. Ouais. C'est même pas du code qu'on va exécuter. Et cette implémentation, après, je vais quand même la brancher avec le reste de PDFbox, hein, parce que du coup, donc cette implémentation va être ma partie crypto, je vais la brancher avec le reste de PDFbox pour que ça apparaisse correctement dans le PDF. Donc je branche dans le document la signature, l'implémentation crypto et le rendu visuel. Et puis ça devrait bien se passer. Dernier point, parce que là, sinon vous allez être surpris qu'on va VI le document quand ce sera signé. C'est plus un document.save, c'est une sauvegarde incrémentale. Alors ça, c'est parce que PDF, généralement quand vous ouvrez un PDF standard, vous allez avoir un corps de PDF qui correspond au PDF avec le fichier, le champ texte, le champ de signature, etc. Mais quand vous allez signer, c'est une opération incrémentale, et donc ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de votre fichier, vous allez avoir un deuxième corps de PDF. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'on a un PDF qui démarre, un end of file, et on redémarre un autre PDF qui va être une révision par-dessus, et c'est cette révision qui va porter le contenu de la signature. Comme ça, si j'ai 5 révisions, je vais avoir 5 corps de PDF différents. Et si vous regardez des fois avec Acrobat Reader sur des documents signés, vous pouvez même voir l'état du PDF avant certaines signatures. On appelle ça les révisions ou les versions. Accéder à la version au moment où ça a été signé. Et c'est assez puissant, hein, ça permet de voir vraiment ce que la personne a signé en amont. Bon, alors, du coup, je pense que ça va marcher, hein, Devoxrox. Un peu de chance. Ouais. Ah merde. Bon, alors c'est rouge. Alors la bonne nouvelle, c'est que on a ton rendu graphique. Signature.png, là on a un petit gris-gris. Je ne sais pas si c'est ta signature, mais en tout cas on l'a. Par contre, on n'a aucun élément de cryptographie, hein. Là, c'est PDF Studio Viewer qui l'ouvre. Il voit Devoxrox en binaire. Il se dit, bah, c'est pas du CMS, mec. Je peux rien faire. Ça ne marchera pas. C'est une chance de marcher, ça. Ouais. Je crois que je vais reprendre la main. Ouais, pour c'est un CMS, truc un peu plus propre. peut-être un peu, ouais. Donc en Java, pour faire de la crypto, en fait, il y a une seule librairie, on va pas se mentir, que tout le monde l'utilise. Vous pouvez faire ça vous-même, je ne vous conseille pas. Ils ont quand même bien bossé et ça va vous faire gagner du temps. C'est ce qu'on va utiliser. Donc on va utiliser Bouncy Castle. Voilà. On y va. Donc, première étape, on charge l'ensemble des keystores qu'on a évoqués tout à l'heure. On va prendre tout ça et on va les mettre dans notre implémentation de signature qu'on a appelée signature PADES. Donc, les informations qui sont importantes, souvenez-vous, c'est la chaîne de certificats. Donc c'est ça qu'on va loader ici. Alors avant de passer à la slide suivante, je rappelle qu'on est en Java. Dès qu'on fait une toute petite opération, ça prend du code, beaucoup de lignes. Voilà. Attention, on prend sa respiration. Et attends, juste peut-être, du coup, c'est là qu'on retrouve le JKS, on a tout claqué, et en fait on récupère les différents éléments de cryptographie par les alias. Donc c'est comme ça qu'on retrouve la partie Alice et la partie autorité de certification. On y va. Vas-y, je m'attache. Boum. Alors, beaucoup de code pour pas grand-chose en fait. Bouncy Castle fait quasiment tout pour nous, mais il faut quand même écrire les classes. Donc là, l'idée, c'est juste de créer la payload CMS, tout simplement. L'information importante, c'est la première. Donc on va utiliser SHA-256 with RSA, donc ce dont on parle depuis tout à l'heure. Ça, c'est assez classique. La seconde, elle se situe au milieu de la ligne de code, Etsy Attribute Generator. Donc la norme Etsy, dont on parle depuis tout à l'heure, nous impose, vraiment nous impose,
que les attributs signés de la payload CMS, en fait, il n'y en a que 3 possibles. Je simplifie encore. Et en fait, ceux-là, ils sont imposés. Donc, c'est la seule partie qu'on va devoir coder nous-mêmes. Le reste, une fois qu'on a notre payload CMS, on va l'écrire au format SN1, qui est un format normalisé d'écriture des payloads cryptographiques. Et donc, on va zoomer sur cette partie-là qui est vraiment importante, qui est Etsy Attribute Generator. Donc, pareil, pas mal de lignes pour au final un résultat assez simple. Il faut juste regarder les 3 dernières. C'est vraiment ça qui est important. Etsy nous dit, en fait, la payload CMS, il y a 3 champs qui, pour moi, sont vraiment importants. 3 champs signés qui sont importants. Le premier, c'est le content type. De toute façon, c'est une constante. Donc, tu mets data et tu te tais. Le second, c'est le certificat qui va être utilisé pour la signature. Donc là, on va récupérer l'ID du certificat d'Alice. Et le dernier, tout simplement, c'est le digest. Donc en fait, on va prendre le digest, on va le mettre dans la dernière partie, tout ça. Hop, on emballe et on signe. Bon. Maintenant, un petit retour sur la structure. Donc, on avait notre fameux objet de tout à l'heure. Donc, on retrouve toutes les informations qu'on a données. Donc, Etsy qui a des tâches pour le sous-filtre qui était imposé, le nom, la localisation, la raison de signature, donc tous ces champs qui étaient libres au début. Ce qui est important, ça va être le contents. Donc, le contents, qui est un champ très long qu'on a simplifié, on a mis que le début, va contenir l'ensemble des informations qu'on vient de signer, c'est-à-dire toute la payload CMS. Alors, j'attire votre attention ici sur ce qu'expliquait Arnaud tout à l'heure. On a normalement un end of file au milieu du fichier. C'est la fameuse séparation entre les différentes parties. Donc la signature va signer toute la partie d'avant. D'accord. Et donc normalement, si on ouvre maintenant avec un viewer, un vrai viewer, pas VI, qu'est-ce qu'on trouve? Ça a l'air de marcher quand même mieux que mon implem, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Ouais. Donc là, le lecteur PDF, il comprend ce qu'on veut lui dire déjà. Parce qu'effectivement, ce qui est dans Contents, ça a du sens, c'est du CMS. Donc il est capable de nous redonner les propriétés qu'on a indiquées. Donc il va bien nous dire dans le champ signature 1 qu'on a signé avec la raison vendredi c'est permis, que ça se passe à Paris. Il va nous redonner toutes ces informations-là. Et puis, on passait les certificats. Hein. Pour rappel, c'est notre propriété d'identification du début. Je peux les récupérer. En fait, j'ai accès à la chaîne de certification directement à travers mon lecteur PDF. Et puis, je peux bien voir qu'Alice, en fait, c'est un certificat qui est signé, trusté, signé par le CA for Devoxx Test. Bon, alors, c'est plus rouge, c'est point d'interrogation, c'est pas coche verte. Alors, tout simplement parce que PDF Studio Viewer, il ne fait pas confiance à notre autorité de certification fictive auto-signée. Mais si on avait pignon sur rue, on aurait une coche verte. Parce que c'est valide au sens de l'Union européenne. Donc, pour conclure, notre PDF, il est bien signé de façon valide. Donc, on l'a généré, on l'a signé. PDF Studio Viewer est d'accord. Les validateurs qu'on va utiliser derrière sont d'accord. Et on est cohérent avec la norme PADSB. Donc, c'est juste la toute petite première partie de la pyramide. Hein. On ne va pas non plus s'enflammer. On a fait ça en moins de 45 minutes. Et j'espère qu'en fait, ça vous a bien expliqué un petit peu le contexte, tous les différents types de signatures, XADES, PADES, JADES, le contexte européen et les fondamentaux cryptographiques et la partie CMS. Alors, comme disait Vincent, en fait, il nous reste 3 minutes, on pourrait essayer de faire la partie timestamp. C'est un peu plus compliqué, ça rajoute une étape supplémentaire. On appellerait un serveur qui fait un petit peu une horloge parlante en disant hey, dis-moi quelle heure il est. Il nous renverrait un eurodatage signé. Ça s'appelle le protocole TSP, hein, Timestamp Protocol, c'est ça? Oui. Time Server Protocol, j'ai un doute. Peut-être d'une bêtise. On récupère ça et on le claquerait aussi dans notre payload CMS à l'intérieur de la fameuse signature. Mais voilà, la logique est là. En fait, à chaque fois qu'on va monter une étape de la pyramide, on va récupérer plus d'informations, on va les mettre dans cette grosse payload CMS et ce sera dans le PDF. Et le PDF, dans des années, on pourra toujours l'ouvrir, voir la signature, voir la crypto associée et se rassurer sur le fait que ça a été fait de façon correcte. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on est à peu près bon au niveau de temps. Ouais, je crois qu'on est pas mal. On a assassiné tout le monde. Ouais, en fait, on aurait dû faire pas d'ST. Quitte à assassiner tout le monde, autant bien assassiner. Bonjour.
Ouais. Oui, c'est bon. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Juste une petite question. Je me doute qu'on ne peut pas repartir sur 1 heure et demie de présentation des classifications supérieures L et LT. En quelques mots, est-ce que c'est possible de donner une petite visibilité sur ce que ça serait le long terme et la différence entre long terme et long term availability? Alors, donc on rajoute pour le T. La différence, c'est qu'on va rajouter un attribut non signé à la payload CMS, d'accord, qui va contenir, donc c'est un CMS lui-même qui va contenir donc un timestamp et la signature de la partie supérieure, d'accord. Donc même mécanisme de signature, donc là tu as garantie de temps. Pour ce qui est du LT, on va rajouter les réponses des serveurs de révocation, donc ça peut être les CRL ou les OCSP. Donc tu vas les appeler, tu les stockes, tu vas les stocker, alors tu les stockes pas au même endroit, tu les factorises donc dans un VRI ou dans le DSS, et en fonction des différentes révisions, je suis désolé si j'ai perdu la moitié des gens. C'est un autre endroit du PDF. Ouais, c'est encore un autre Il y endroit a du un PDF. endroit où tu stockes les certificats, Voilà. la racine du Pour PDF. éviter que ça n'explose en termes de complexité, parce que sinon ton PDF il finit très vite par devenir énorme si tu stockes toutes les informations crypto. Et alors LTA, en fait, on n'en a jamais fait nous. En Ouais. fait. C'est pour ça qu'on. L'objectif c'était de faire du LT. Chez Puissant, on fait que du PADES LT et tous ceux avec qui on travaille font que du PADES LT. Donc LTA, ça va te rajouter des contraintes supplémentaires et des informations supplémentaires. On ne s'est jamais intéressé au sujet. Je sais même pas si On nous demande pas dans les audits. Ouais. Alors, de toute façon, tout rajoute un coût en fait. Donc toujours une complexité ou un coût. Par exemple, si je fais du. Pardon, je finis. Désolé. Si je fais du PADEST, ça veut dire qu'il faut que j'ai un serveur qui fasse TSP pour moi. Donc soit c'est mon autorité de certification qui fait déjà la partie signature qui me dit oui j'ai aussi un serveur de timestamp, mais ça va coûter un peu plus cher, ou soit tu choisis une autre autorité pour le timestamp qui va aussi coûter plus cher. Et après tu te retrouves effectivement avec des chaînes de certificats X509 qui sont complètement différents et à stocker tout ça dans ton PDF, c'est assez marrant. En fait, autant que, déjà merci pour la presse, autant que utilisateur lambda qui connaît par exemple rien à la certification, on s'intéresse quoi? On s'intéresse à la coche, si elle est verte, c'est qu'on est sûr du document qu'il est bien signé avec la bonne identité et tout. À peu près. Ouais, coche verte c'est bien. Ouais. Si on simplifie grandement, oui. Vert, c'est bien. Après, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va dire que oui. Si déjà c'est vert, on va dire qu'il y a une bonne partie. Si déjà les juges faisaient ça, ce serait bien. Voilà. Il y a des tribunaux en France où les mecs ils impriment tout. Puis ils font oh regarde tu vois j'ai la signature. Mais pourquoi? Il y a des certificats, il y a de la crypto, tu as imprimé le truc, tu as un gris-gris, qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc coche verte, soit Acrobat Reader, c'est le maître étalon en fait. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu ouvres ton panneau de signature, tu regardes toutes tes signatures, et tu vas voir toutes les personnes qui ont signé, et si tu pousses le vis, tu peux faire ta chaîne de certificats X509 si tu veux savoir d'où ça vient. Tu as différentes autorités qui font de la signature, il y en a plein. Ils finissent tous en sign pratiquement. Vous les connaissez tous, DocuSign, UniverSign. USign. 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 Puis il y en a qui finissent pas en sign, c'est des choses un peu bizarres. InfoChart, Namirial, etc. Bonjour, merci pour la presse. J'ai une question. En fait, le PDF, une fois généré, une fois tout produit, il va finir quelque part. Ça, au niveau archivage, par exemple. Ouais. Est-ce que comment en fait, on archive un PDF avec signé, en fait, avec la signature à côté? Est-ce qu'on l'archive chez le tiers de confiance ou une boîte qui a son propre système d'archivage? Ouais, alors comment est-ce qu'on l'archive une fois que c'est signé? Alors c'est une question légale en fait. Donc Ouais. le PDF, tu peux en faire ce que tu veux. Souvent, Très souvent. tu vas faire appel à des gens qui sont autorisés à stocker sur le long terme. Donc il y a un certain nombre d'autorités qui sont habilitées à stocker sur le long terme, qu'on appelle les tiers archiveurs. Ça peut aller de pair, en fait. Tu as des gens qui disent je m'occupe de la signature et je garde ça pour toi, comme ça tu t'en occupes pas. Ça fait plus de business. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans en disant donne-moi tes contrats, je les garde et je vais garantir, via un autre processus de signature, qui vont pas bouger pendant 40 ans en fonction des différentes normes. C'est le coffre électronique, c'est ça? Ouais, coffre-fort numérique, etc. Il y en a pas mal qui le font. Tu as notamment Archineo, enfin anciennement CDC Archineo, qui fait ça beaucoup en France. Tu as des problèmes de réglementation, parce que tu en as qui sont, même si tu es valide au niveau européen, tu peux avoir au niveau étatique des demandes supplémentaires. Donc par exemple, on va te dire ah non, en Italie ça passe pas, mais en France ça passe. Il y a des choses très sympas.
faut imaginer qu'en fait, eux, ils vont prendre tes contrats, ton ou tes contrats, parce que tu peux en avoir plusieurs dans ta liasse, et puis potentiellement, ils peuvent les remettre dans un gros zip qui va être retamponné, resigné, qu'on appelle ASIC. Ça fait partie des choses qu'ils sont capables de faire. Mais en fait, ils vont remettre de la crypto par-dessus pour être sûr du truc. Et après, pour être sûr du rendu de ton PDF dans des années, là, on arrive sur quelque chose qui s'appelle le PDF-A et qu'on peut utiliser aussi pour les contrats, qui est un sous-ensemble de PDF. Mais c'est encore autre chose. Une question peut-être? Bonjour. Merci pour cette présentation. Je me posais comme question, donc là ce que vous nous avez montré c'est d'assez bas niveau mine de rien puisque vous passez par Bouncy Castle et bon il y a une bibliothèque PDF, c'est pas direct mais c'est d'assez bas niveau. Est-ce que vous avez des API à proposer ou dans ce que vous avez recherché au moment d'implémenter, vous avez pensé vous avez regardé s'il n'y avait pas d'autres API qui permettaient d'obtenir la même chose? Alors on fait ça pour expliquer. Hein. Ouais. Ne faites pas ça chez vous. Vraiment, faites-vous accompagner. Il y a des cabinets de conseil qui vont le faire. Quand vous allez travailler avec quelqu'un qui finit en sign, vous allez avoir une API REST tout con, orientée ressources, etc. Vous allez dire tiens, je t'envoie mes contrats. Hop, signe-les-moi s'il te plaît, ou fais-moi une session de signature où il y a quelqu'un qui va aller sur le web, revoir ses contrats, donner un consentement et valider. Donc, et là, on va arriver sur un truc REST où en fait, à la fin, vous aurez un PDF signé et vous n'aurez pas vu du tout toute cette partie-là. Mais c'est juste intéressant. En fait, nous, c'est vraiment, je dis toujours à Vincent, c'est la présentation que j'aurais aimé avoir il y a 2 ans, quand on a commencé à se palucher vraiment le détail de la signature électronique, puisqu'avant, on faisait ça. On faisait client REST, on envoyait le truc, on récupérait des PDF signés, et en fait, c'était un peu magique pour nous. Donc là, voilà, c'est expliquer un peu la magie. Ne faites pas Bouncy Castle en direct, hein, s'il vous plaît. C'est pas l'intention du message. Vas-y. Alors d'un point de vue marketing, pour QuickSign, je te dirais jamais. Jamais. Faut vraiment avoir du faut volume. Il faut avoir vraiment suffisamment de volume pour que ce soit rentable de se taper ça en termes de complexité. Merci.